Bienvenue dans ce JT du droit du travail qui est évidemment au cœur de l'actualité. On en parle tous les jours sans que vous en ayez conscience. Je suis en plateau avec maître Pascal Pétrel. Bonjour maître. Bonjour. Vous dirigez le cabinet Pétrel et Associés qui est implanté à Paris, à Lyon et à Tel Aviv. Et donc vous êtes spécialiste en droit du travail et en droit de la protection sociale. Au cœur de l'actualité aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet des travailleurs européens détachés. On n'arrête pas d'en parler pour dire il faudrait le réformer à nouveau, comme si la réforme précédente n'avait pas fait le job finalement. C'est le cas, c'est l'impression que vous en avez aussi. Alors pour moi, c'est un peu plus complexe que ça, hein. C'est vrai que Les journalistes ont toujours tendance à simplifier. Vous avez la bien réforme compris. précédente, le seul problème, c'est qu'elle a été entrechoquée par le Covid. Elle devait se mettre en place et elle s'est mise en place en juillet 2020, mais le Covid est passé par là et c'est un préalable qu'il faut faire. Et le Covid a eu nécessairement des conséquences en termes d'approche du détachement. Simplement sans C'est-à-dire être qu'on a trop. assoupli les règles qui devaient être plus sévères, c'est ça? Alors, c'est aussi un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que le détachement, sans entrer vraiment dans la complexité technique, Allez-y. le détachement, c'est le fait effectivement de recourir à un travailleur d'un autre État de l'Union en vue d'exécuter une mission, soit effectivement dans le cadre d'un groupe, soit au travers d'une mission d'intérim, soit dans le cadre effectivement de la sous-traitance. Donc, Alors, on va être très clair, ça concerne surtout le BTP. C'est le fameux plombier polonais qui n'est pas tant plombier que ça et qui pose plutôt des fenêtres. Et c'est le fameux maçon portugais qui fait plein d'autres choses que maçonner. Alors, on va dire que la grosse majorité, effectivement, des prestations de détachement sont réalisées en particulier, effectivement, dans les travaux publics, mais il y a d'autres secteurs qui ont pu être concernés, tels que la construction aussi, tels que aussi la restauration, puisque notamment pour les saisonniers, un certain nombre de travailleurs détachés en particulier britanniques venaient sur le territoire français, par exemple. Donc, mais ce sont effectivement essentiellement des prestations physiques. Donc, Je vous interromps parce que vous parlez de Britannique. Est-ce que ça n'a pas changé avec le Brexit? C'est pas plus compliqué? ça dépend, parce qu'en Ouais. fait, l'accord de sortie, il a établi une période transitoire qui distinguait selon que l'on avait régulièrement et habituellement travaillé avant la Ah oui. sortie et après. Donc, Comme pour les pêcheurs, en fait. Oui. D'accord. on est dans une situation un peu plus complexe. Mais c'est vrai que le détachement concernait essentiellement des prestations pour lesquelles l'exécution physique sur le territoire d'un État était prédominant. Ce qui ne veut pas dire que des prestations dites non matérialisées physiquement, telles que des prestations intellectuelles ou commerciales, ne pouvaient pas se réaliser dans le cadre de détachement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux en venir aux conséquences du Covid. C'est que le Covid a interrompu drastiquement le détachement physique, puisque à l'aune des mesures sanitaires qui ont fait que on a fermé les frontières, on a mis en place des contrôles sanitaires, on a éventuellement complété le contrôle sanitaire de tests par des mesures de quarantaine. Donc inévitablement, les secteurs que vous identifiez comme étant prioritairement sur le détachement ont été bien naturellement complètement bloqués par toutes ces mesures, même s'il y a eu une volonté de la Commission à un moment donné d'assouplir ça ou là les restrictions. Quoi qu'il en soit, le Covid était là et il fallait bien prendre les mesures adaptées. Sans refaire le match, je voulais dire que des ouvriers qui travaillaient sur un chantier en France, qui ont été pris de court comme leurs employeurs par la crise du Covid, ils sont partis au pays, ils sont pas revenus, Bah, soit ou parfois ils sont restés. Ouais. c'était un peu plus aussi complexe que ça, c'est-à-dire Ouais. ils pouvaient avoir, je dirais, regagné éventuellement leur famille et leur pays, et d'un seul coup, on leur dit, vous pouvez pas revenir dans l'autre. Eh oui. Donc, inévitablement, ça crée quand Bon, même mais ça des c'est derrière conséquences. nous, en espérant que ce soit pas devant nous. Mais C'est derrière, mais ça a quand même cristallisé le fait que finalement, d'un point de vue économique, on se retrouve à la merci d'une crise dont on ne maîtrise ni, je dirais, l'arrivée, ni les effets, ni les conséquences attachées. Donc le modèle économique fondé exclusivement sur le recours au détachement pose naturellement question. d'ailleurs, puisque nous sommes au mois de juin, il y a un secteur qui attend beaucoup des travailleurs détachés, c'est celui de l'agriculture, puisqu'il y a toutes les récoltes qui ont besoin de main
souvent étrangères, européennes, mais pas seulement, pour venir ramasser les fruits et les légumes. Tout à fait. Je ne parle même pas des vendanges, mais c'est des fruits. Mais... Exactement, mais les règles existent et le détachement continue d'être possible. Donc, sous réserve d'en respecter les conditions, qui sont renforcées quand même, je vais y venir dans quelques instants, inévitablement, le détachement n'a pas été, je dirais, interrompu. Donc, il a été suspendu pour un certain nombre de raisons que j'ai mentionnées jusqu'à présent, mais il n'a pas été interrompu. La deuxième conséquence aussi attachée au Covid, c'est qu'en réalité, notamment un certain nombre de personnes se sont retrouvées finalement en situation de télétravail à l'étranger, à l'intérieur de la communauté, ou de l'Union européenne plus exactement. Et cette situation aussi a contribué à réfléchir aussi sur un autre modèle, puisque en particulier, je rappelle que le détachement, c'est fournir une prestation pour le compte d'un employeur étranger. Or, la situation du Covid a fait qu'on se retrouvait sur un territoire étranger pour le compte de l'employeur pour lequel on travaille sur le même territoire. Ce qui a reposé des conditions de territorialité qui n'étaient pas évidentes juridiquement. Si vous en parlez aujourd'hui, c'est parce que, en fait, comme le télétravail devient à la mode, sauf quand on s'appelle Elon Musk et qu'on travaille chez Tesla, mais comme le télétravail devient à la mode et on se dit, est-ce que c'est pas une nouvelle façon d'organiser le travail, on pourrait réécrire aussi cette relation. Mais c'est pour ça que je vous me tendez la perche, c'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, en fait, dans la visualisation prospective que l'on peut avoir, pour moi, il faudra distinguer ces deux notions. Le détachement, qui est effectivement la réalisation d'une prestation pour le compte sur un autre territoire, et le télétravail sur le territoire de l'Union, qui sont pour moi deux notions fondamentalement différentes et qui doivent juridiquement être traitées de façon totalement différente, puisque le détachement, il a un intérêt, c'est qu'il empêche le paiement des cotisations dans deux États. Donc, en fait, il remet en cause... C'était le principe avant ce genre de mise en place. Où, en fait, bien sûr, c'est-à-dire que le détachement a eu pour effet d'assouplir ce que l'on appelle le principe de territorialité. Donc, on rappelle le principe pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc, lorsque je vis en Pologne, avec une famille en Pologne et que je viens travailler en France, eh bien, je suis payé en France et je paye mes cotisations sociales en Pologne. Si je suis détaché, c'est ça qui se passe. Voilà. Alors que le principe de territorialité voudrait que je conserve ma résidence avec ma famille en Pologne, je viens travailler en France, je paye mes cotisations en France. D'accord ? Donc évidemment, l'avantage concurrentiel, c'est que les cotisations sociales en Pologne sont bien moins élevées que les cotisations sociales en France. Au moins les cotisations patronales et salariales. Si ce n'est que avant la nouvelle directive modifiée qui s'appliquait au mois de juillet, qui s'applique depuis juillet 2020, il n'y avait pas cette exigence qui était de déterminer un niveau de rémunération, mais avec tous les éléments de la composante de rémunération et en dissociant toute la problématique des frais professionnels qui sont effectivement la mise à disposition de logements et qui pouvaient contribuer effectivement les frais de transport, les frais de déplacement, tout cela... Donc vous dire que là maintenant aujourd'hui on exige de l'employeur d'en prendre conscience. Depuis le 1er juillet 2020, les textes sont clairs. Je suis employeur français, je recours au détachement d'un travailleur de l'Union. Je dois le rémunérer en France comme si j'avais recruté un salarié français exécutant la même prestation, la même qualification. Alors qu'avant, on les payait au salaire polonais ou portugais. C'était pas totalement ça, parce qu'il y a quand même la règle d'ordre public, mais on n'intégrait pas tous les éléments qui aujourd'hui garantissent un niveau de rémunération, c'est-à-dire que les droits des salariés détachés sur le territoire français sont les mêmes que les salariés français. Donc, en tout cas pour la rémunération. Pour la rémunération à l'exclusion des frais. Alors qu'avant, il y avait éventuellement une possibilité d'optimisation au travers de l'intégration des frais à l'intérieur de la rémunération, ce qui pouvait poser difficulté. Vous êtes en train de nous dire que ça rend le travail détaché moins intéressant pour l'employeur. Ça le rend moins intéressant d'un point de vue rémunération et application des règles. Et il y a un autre élément, c'est que corrélairement à cette modification de la réglementation, il y a un renforcement du pouvoir de contrôle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la modification de la directive, elle s'est intégrée dans une volonté renforcée de contrôle accentué sur toutes les opérations de détachement. Et c'est pas fini. Puisque... Mais on parle de contrôle préalable à l'embauche ou Non, on parle de contrôle administratif, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a deux autorités, par exemple en France, qui sont en charge du contrôle des salariés détachés, les inspections du travail
et l'URSSAF, qui ont en la matière les mêmes prérogatives et qui ont la possibilité effectivement de débarquer dans n'importe quelle entreprise, bien sûr identifiée comme utilisant des travailleurs détachés, et de solliciter ce que l'on appelle le respect de toutes les obligations de vigilance qui sont aujourd'hui en place. Et je rappelle, parce qu'il y a eu un arrêt du Conseil d'État le 11 février 2022 qui est venu rappeler les règles, et en particulier en condamnant une entreprise concernée, c'est que vous avez une double obligation quand vous faites du détachement, hein. Vous devez effectivement déclarer le détachement sur le site numérique des autorités françaises, et vous devez désigner un représentant identifié qui permet effectivement d'être l'interlocuteur de l'administration dans le cadre effectivement des opérations de contrôle qui peuvent être réalisées. Et le Conseil d'État, dans cette décision, a indiqué que c'était une double obligation qui se réalisait au même moment, et dans le cadre effectivement du donneur d'ordre, de la situation du donneur d'ordre, c'est à lui de vérifier, dans le cadre effectivement de l'opération éventuellement de sous-traitance qu'il a, de vérifier que toutes les obligations ont bien été respectées, et que la double obligation que je viens de mentionner a été effectivement respectée. Bon, maître, le Covid, on l'espère, est derrière nous. En tout cas, les conséquences les plus fermes, les plus strictes, les plus lourdes, comme les confinements, sont, on l'espère, derrière nous. Donc cette directive de 2020 qui a été mise sous le tapis ou sous le boisseau pendant quelques mois, est-ce qu'elle va produire ses pleins effets là maintenant cette année? De toute façon, elle produit ses effets puisqu'elle est applicable. Deuxièmement, les autorités de contrôle sont bien là et à mon avis ne vont pas s'arrêter de contrôler les opérations de détachement. La seule chose à mon avis qui risque de revenir sur la table, c'est effectivement à l'aune de ce qui s'est passé pendant la période de crise sanitaire et donc de fermeture relative des frontières, c'est d'identifier toutes les situations de flux qui doivent donner lieu, à mon avis, à un cadre juridique spécifique. Donc le détachement restera du détachement, et à mon avis, il n'y a pas de raison de redéfinir les conditions du détachement telles qu'elles sont aujourd'hui. En revanche, il va falloir distinguer cette situation d'autres situations où effectivement, par exemple, des réunions qui peuvent avoir lieu à l'intérieur de l'Union, où des personnes sont envoyées en courte durée, donc de le replacer dans sa perspective, et puis ce que j'appelle effectivement l'exécution d'une prestation de travail depuis son domicile en télétravail, puisque ça a été vraiment une situation nouvelle qui a d'ailleurs conduit à des mesures exceptionnelles pendant toute la période. Donc je pense qu'on est vraiment à l'aune où on va devoir redessiner juridiquement les différentes cases d'approche pour justement pas avoir le même cadre juridique et le même arsenal, puisqu'on ne sera pas du tout dans la même configuration dans chacune des situations. Sachant que, maître, il y a un nouveau paramètre qui vient compliquer la redéfinition du travailleur détaché, c'est l'afflux massif sur le territoire européen de millions d'Ukrainiens qui ne sont pas encore en Europe, donc ne dépendent pas de ce statut. Ajoutons à cela les Britanniques avec l'accord post-Brexit, et enfin les personnes originaires du Maghreb dont les professions de la restauration disent « Ah, on aimerait bien qu'elles viennent travailler chez nous en moins pendant la saison haute et la saison touristique ». Donc ça fait 3 flux d'employabilité hors cadre du travail détaché. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que les hors règles cadre ou pas? Hors cadre ou pas, puisque quelque part, rappelons les éléments, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, comme le Maghreb. Donc de deux choses. Ni la Grande-Bretagne, mais qui a un accord particulier. La Grande-Bretagne, je la mets à part parce qu'elle a un accord spécifique lié à sa configuration de Brexit qui a conduit à cette négociation de l'accord cadre du mois de décembre. Vous avez vu les cheveux blancs de Michel Barnier, il en avait déjà avant, mais là je crois qu'il en a encore plus après la négociation. Il a réussi à l'achever, donc c'est déjà une bonne chose. Après, avec les Britanniques qui sont d'une exigence particulière et spécialistes de la négociation, ça ne devait pas être facile. Oui. En revanche, je distingue, moi, l'ensemble de cette configuration parce que, pour moi, rappelons-nous quand même que le détachement, il se fait au travers d'un rapport juridique qui implique soit un rapport de sous-traitance, soit un rapport de mission d'intérim, soit une mission à l'intérieur d'un groupe. Donc on est effectivement sur des rapports que j'appellerais triangulaires. Dans ces rapports triangulaires, vous savez que finalement chaque État de l'Union fait confiance à son
notre État réciproque pour considérer que même si effectivement, par exemple dans le cas d'une mission d'intérim, je viens en France utiliser une société intérimaire espagnole qui m'enverrait éventuellement un travailleur qui est en dehors de l'Union, la France fait confiance aux autorités espagnoles pour que la société d'intérim espagnole ait respecté ses obligations quand le travailleur détaché vient en France. Ça, c'est le principe, et dans la réalité... Dans le principe. Alors, sachant que les autorités françaises peuvent aussi contrôler quand même que l'ensemble des obligations étaient respectées. Sauf qu'elles ont déjà à contrôler celles dont elles sont responsables, y compris pour les autres États membres. Exactement. Alors que on peut avoir une autre situation qui est celle effectivement de l'emploi en France direct de personnes de nationalité ukrainienne ou de personnes du Maghreb. Et là, on n'est pas dans le cadre du détachement. Ah. Puisqu'effectivement, on est dans un cadre juridique où un employeur français va vouloir recruter directement un salarié de nationalité d'un des pays du Maghreb ou de l'Ukraine. Et dans ce cas-là, on est sur un régime d'autorisation des étrangers classique, avec le régime d'autorisation qui n'a rien à voir avec la libre réciprocité et la libre circulation prévue par les dispositions communautaires en la matière. Et là, on est dans une approche politique qui est que je dois, en tant qu'autorité gouvernementale, déterminer en fonction de mes décisions politiques assumées si j'autorise plus de souplesse dans l'octroi des autorisations de travail des Ukrainiens ou des Maghrébins. Mais pour revenir sur votre sujet, on avait compris que dans le travail détaché, il y a un effet, entre guillemets, d'aubaine, ou en tout cas autrefois c'était un effet d'aubaine, de payer les cotisations dans le pays émetteur du salarié, ou dans le pays d'origine du salarié. Dans le cas dont on parle, ukrainien ou tunisien, ils paieront des cotisations en France, c'est le même salaire que les autres. Là, de toute façon, à partir du moment où effectivement on est dans un régime d'autorisation, on est considéré comme un salarié français, avec effectivement pour l'employeur, l'affiliation, déjà la demande d'autorisation, même si elle est allégée, elle doit participer, je dirais, du cadre réglementaire, du paiement, de l'affiliation au régime de sécurité sociale, du paiement des cotisations, du paiement des rémunérations en application de la stricte application de la loi française, de l'application de la totalité des règles applicables à n'importe quel salarié français, et bien naturellement des conséquences qui y sont associées. Mais qu'en est-il de ces fameuses cotisations qui créent un droit pour un salarié français? Je travaille 4 mois, j'ai droit à 4 mois de Pôle emploi, je cotise à la retraite, j'ai droit demain à des points, aujourd'hui à des annuités ou à des semestres. Qu'en est-il de cette création de droit pour l'Ukrainien ou pour le Tunisien qui vient travailler en France? Allez-y, 3 mois. Alors après, ça c'est le résultat des éventuelles conventions internationales. Puisqu'effectivement, on est dans un cadre... Vous faites un métier vraiment formidable. On est dans un cadre juridique différent. Donc, la spécificité du détachement de l'Union fait que, au-delà de cette libre circulation réciprocité, les États ont décidé de coordonner leur régime de sécurité sociale qui finalement attribue une sorte de réciprocité à l'ensemble des salariés de l'Union, quel que soit l'endroit où ils ont pu exécuter une activité professionnelle, au bénéfice du régime de protection sociale qui finalement sera amené soit à les indemniser, soit à leur verser une pension Ça, c'est pour les salariés de vieillesse. l'Union, je pensais aux Ukrainiens et aux Mais pour les salariés qui sont en dehors de l'Union, on reste dans un cadre, je dirais, d'autorisation, avec effectivement, dans ce cas de figure, une nécessité, si l'on veut établir des règles de coordination, notamment en matière de sécurité sociale, qui doivent être prévues par des conventions bilatérales de sécurité sociale, comme il y en a avec beaucoup d'autres États, comme les États-Unis. Ça, c'est pour la sécurité sociale, et je pensais plus particulièrement à la cotisation au chômage. Vous avez travaillé 4 mois en France. Vous avez droit à 4 mois de Pôle emploi, mais on vous renvoie sur le territoire tunisien. Bah c'est pareil, c'est l'objectif et le cadre des conventions internationales de déterminer de quelle manière elles attribuent éventuellement des droits entre autorités compétentes par rapport effectivement à une situation donnée. Donc le régime de sécurité sociale en est un, le régime d'assurance chômage en est un aussi. Et le droit pourrait être reçu alors dans son pays d'origine? Si les autorités se mettent d'accord pour faire en sorte que il y ait effectivement une redistribution, c'est le cas, mais c'est uniquement une convention internationale bilatérale qui peut en définir les moyens et les objectifs.
pour conclure, parce que le temps nous est compté, et puis le sujet est vaste, on pourrait en parler des heures, est-ce que ces afflux massifs de réfugiés ukrainiens, cet effet d'aubaine ou cette opportunité de pouvoir faire appel à la ressource d'employabilité du Maghreb, où le taux de chômage est quasi endémique, hein, rappelons-le, ne mettent pas en péril finalement l'organisation du travail en Europe, en France, et ce fameux statut du travailleur détaché? Alors, moi, je ne suis pas persuadé que ça va remettre en cause les règles liées au détachement. Je pense qu'il y a d'autres considérations que ces éléments, on va dire, conjoncturels, politiques, qui peuvent éventuellement conduire les entreprises à réfléchir sur d'autres modèles, en particulier par rapport au détachement. Oui. Et aussi à la lumière de ce qui s'est passé, puisque il y a un certain nombre aussi d'économies qui ont été faites pendant le Covid à l'aune de l'absence de déplacement professionnel. Donc je pense que ce n'est pas uniquement cette question conjoncturelle qui va conditionner des modifications. Je pense que c'est plus la réflexion de l'ensemble des acteurs économiques qui va influer sur la réflexion des acteurs politiques et donc de ceux qui font les règles pour aménager et faire évoluer celles-ci. Et le fait que la Commission européenne, certains pays européens comme la France, l'Allemagne et la Pologne, pour ne citer que ce pays, mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays à l'Est qui ont des relations, on va dire, compliquées avec la Commission, ne rendent pas ces négociations plus difficiles, plus chaotiques, plus longues? On dit toujours que l'élargissement de l'Union a rendu les choses beaucoup plus complexes, ce qui Bon, effectivement, à mon avis, n'est pas une contre-vérité, puisque quand on voit effectivement qu'il faut passer parfois plusieurs jours sur une question simple afin de se mettre d'accord, parce que effectivement, l'Europe n'est pas complètement homogène au regard éventuellement de relations bilatérales qu'elle peut avoir éventuellement avec des ressortissants d'États tiers, nécessairement le sujet est complexe. donc c'est pas pour demain qu'on aura une nouvelle version du statut de travailleur détaché. Ou en tout cas, on aura peut-être une nouvelle version, mais elle ne sera pas forcément très éloignée de celle qui existe aujourd'hui. Merci infiniment, maître Petrel. Je rappelle que vous dirigez donc le cabinet Petrel et Associés, implanté à Paris, Lyon et Tel Aviv, et donc vous êtes spécialiste en droit du travail et droit des affaires sociales. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission consacrée à ces sujets au cœur de l'actualité.